Bon, merci de rester encore. On est tous avec des troubles cognitifs pour l'instant. On va continuer. Je vais faire rapidement. Je vais parler donc. Bon, mon nom c'est Carolina Baeza Velasco. Je suis psychologue et chercheur à Paris Descartes. Donc, je vais parler de l'hypermobilité et du SED et des symptômes psychopathologiques qui sont associés. J'inclus le professeur Bulbena parce que c'est avec lui que j'ai commencé cette étude. C'est un psychiatre barcelonais qui est pionnier en fait dans l'étude de l'anxiété et l'hypermobilité. Donc, bon, quand on regarde la littérature, on voit que depuis les années 50, il y a des descriptions des cliniciens qui évoquent un lien entre l'hypermobilité et certaines particularités du comportement. Par exemple, il y a la leptose des viscères, quand les viscères tombent, ça vous connaissez mieux que moi, on était associé à des états de phobie. On décrit les patients comme des personnes névrotiques, etc. Bien, aujourd'hui, dans la littérature, on trouve tous ces troubles que vous voyez en noir, tous les troubles en fait, associés d'une manière ou d'une autre à l'hypermobilité toute seule, c'est-à-dire sans des symptômes associés les syndromes d'hypermobilité articulaire ou SED type 3, hypermobile. Et donc, on retrouve par exemple la dépression, l'autisme, et c'est très intéressant parce qu'il y a plusieurs symptômes similaires entre les troubles de développement, dont l'autisme et les SED, notamment s'il y a un enfant qui arrive à un service de pédopsychiatrie avec des particularités sensorielles, avec un retrait social, avec par exemple des expériences de dissociation, de qu'on ne sent pas mon corps, etc., on peut rapidement penser à des troubles de développement, et notamment l'autisme, quand ce n'est pas atypique. D'accord ? Et également le déficit d'attention et hyperactivité. Et l'abus de substances aussi, notamment l'alcool, et aussi une consommation importante de tabac. Les troubles alimentaires également ont été associés dans la littérature et un peu moins les troubles de personnalité. D'accord ? Mais l'évidence par rapport à l'association aux comorbidités de ces troubles et les SED, c'est principalement basé sur des cas cliniques. Donc il y a très peu d'études systématiques faites dans ces domaines. Et je souligne les troubles d'anxiété parce que c'est là qu'il y a plus de recherches. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs études, plusieurs équipes qui se sont intéressées à cette thématique, ce que je vais évoquer maintenant. Donc ça commence à Barcelone, donc l'équipe de rhumatologie, les services de rhumatologie commencent à observer dans la clinique que plusieurs patients avec une hypermobilité avaient aussi un trouble anxieux. Donc c'est là que s'est fait les premières études cas témoins, dirigées par le professeur Bulbena à l'hôpital del Mar. Et dans cette étude, donc, ils trouvent qu'environ 70% des patients hypermobiles présentent aussi un trouble d'anxiété, versus 22% chez les témoins. Bon, ça c'est l'étude principe, mais depuis il y a plusieurs études, plusieurs équipes qui ont corroboré cette association avec les troubles anxieux, mais aussi avec une anxiété sous-clinique, mais plus élevée par rapport aux témoins. Et il y a aussi une étude longitudinale qui a été publiée en 2011, où la conclusion est que le risque de souffrir des troubles anxieux chez les sujets avec une hypermobilité est 22 fois plus élevé que chez les non-hypermobiles. C'était un suivi de 15 ans. Ce qu'il faut préciser, c'est que ce ne sont pas tous les troubles anxieux qui ont été associés à l'hypermobilité. Ce que vous voyez en rouge, en fait, c'est la phobie sociale, c'est l'agoraphobie, la phobie simple et les troubles paniques. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont des troubles avec une base biologique plus reconnue, que ce n'est pas justement les troubles qui sont plus susceptibles à l'influence de l'environnement, plus exogènes. Donc, ce qui fait aussi, nous fait aussi formuler des hypothèses sur une base biologique partagée à l'hypermobilité et l'anxiété. Justement, pourquoi il y a cette association entre hypermobilité et anxiété? Bon, il y a plusieurs hypothèses qu'on peut évoquer. Une, c'est une anxiété secondaire, secondaire justement à l'adaptation aux difficultés de vivre avec un syndrome chronique, à la douleur, etc. Et on a évoqué avant, même si on n'a pas dit le nom, la kinésophobie, c'est-à-dire, vous savez que parfois, plus que la douleur, ce qui est handicapant, c'est la peur de la douleur, donc l'anticipation de la douleur. Et donc, voilà, peut-être que c'est quelque chose de secondaire.
Mais il y a aussi, comme je disais tout à l'heure, des hypothèses plus biologiques, donc un lien génétique. Et dans ce sens, il y a juste une étude qui a trouvé une anomalie cytogénétique commune à l'anxiété et à l'hypermobilité. Mais c'est vrai que des études ultérieures n'ont pas du tout corroboré cette trouvaille. En Angleterre, il y a une équipe, une des peu équipes qui s'intéressent au thème, qui travaille avec imagerie cérébrale et l'anxiété et les symptômes psychopathologiques. Et donc, ils ont publié récemment une étude faite avec IRM où ils ont trouvé des différences structurelles dans des zones du cerveau impliquées dans le traitement des émotions, notamment l'amygdale. Hein. Donc, c'est une piste entre personnes hypermobiles et non hypermobiles. Hein. Donc, ça peut être aussi une piste de compréhension. Et une autre hypothèse ou une autre manière de comprendre tout ça, c'est voilà, le chevauchement qu'il y a entre les symptômes de l'anxiété et le dysfonctionnement du système nerveux autonome, hein, comme ce qu'on voit dans les POTS, dans les syndromes de tachycardie orthostatique posturale. Donc, où les manifestations somatiques, ça correspond aussi entre le panique. Donc, voilà, c'est intéressant de voir comment différencier justement les deux. Si on prend en compte que l'anxiété a 3 dimensions, donc la somatique, ce qui correspond justement aux symptômes de dystonie, mais aussi la partie comportementale dans l'évitement, par exemple, des situations, et aussi les cognitions associées, comme les cognitions catastrophistes. Bon, c'est d'autres dimensions qu'on pourrait prendre en compte pour différencier ce qui correspond à la dysautonomie, ce qui correspond entre l'anxiété. Hein. Et une dernière hypothèse, c'est que on sait que la perception et l'interprétation des états d'excitation physiologique jouent un rôle dans le développement des troubles anxieux. Et c'est vrai que dans ce sens-là, on a trouvé chez les personnes avec une hypermobilité, comparé aux témoins, une plus grande capacité à percevoir des changements dans l'état physiologique du corps et aussi une tendance à éprouver et à interpréter les sensations somatiques comme intenses, nocives et inquiétantes, hein, ce qu'on appelle l'amplification somatosensorielle. Donc, comme conclusion, ce qu'on peut dire, c'est qu'il manque de recherche. Hein, on est vraiment dans un terrain assez vierge au niveau de la recherche dans ces domaines. Mais bon, pour l'instant, il faut s'occuper des patients. Qu'est-ce qu'on peut dire? Que c'est important d'explorer justement la psychopathologie associée au CED, parce qu'on sait très bien que on trouve le psychopathologique associé, c'est un handicap supplémentaire, hein, ça diminue la qualité de vie, un impact négatif sur l'observance, hein, et on sait aussi que les émotions négatives vont augmenter la perception de la douleur, générer de la kinésophonie, etc. Donc voilà, en gros, un handicap supplémentaire, donc il faut l'explorer. Et bon, des pistes de traitement, c'est vrai qu'aujourd'hui, je parle d'un point de vue psychologique, les thérapies qui sont plus validées par la recherche, c'est les thérapies cognitivo-comportementales qui ont la faculté d'être courtes, hein, parce qu'ici en France, les psychologues ne sont pas remboursés, donc c'est compliqué en fait. Il y a beaucoup d'hétérogénéité dans la pratique des psychologues, mais pensez à la psychothérapie TCC, cognitivo-comportementale, qui ont montré une efficacité dans la gestion de la douleur. Ça augmente la auto-efficacité des patients, parce qu'ici, dans ce syndrome, on a besoin de la autogestion. Et ça diminue aussi les émotions négatives. Après, c'est vrai qu'il manque des études justement pour cibler, pour faire des protocoles spécifiques au syndrome de Ehlers-Danlos, voilà, pour pouvoir traiter ces patients avec ce type de thérapie. Et aussi les sommeils, voilà. Donc bon, je vous remercie de votre attention.